sommaire de cette édition, célébration ce mardi de la journée mondiale contre l'excision. Selon l'ONU, au moins 200 millions de femmes et de filles dans le monde ont subi cette procédure. Une nouvelle série de discussions pour amener la paix au Soudan du Sud a été lancée ce lundi en Éthiopie. Crise de l'eau au Cap en Afrique du Sud, le très redouté jour zéro recule de mois. Bonjour à toutes et à tous. On démarre cette édition par l'Ouganda qui a annoncé ce lundi une enquête sur des allégations de fraude massive liées à l'aide humanitaire. Par ailleurs, l'ONU a également alerté les autorités sur des accusations de trafic d'êtres humains dans des camps de réfugiés dans le pays. Le bureau du Premier ministre a reçu des informations alléguant des actes de mauvaise gestion de fonds et d'autres ressources destinés aux réfugiés et aux communautés accueillies dans le pays, a indiqué Moussa Ekwerou, ministre d'État notamment en charge des questions liées aux réfugiés, dans un communiqué. Le gouvernement a pris des mesures pour enquêter sur ces informations en vue d'agir à l'encontre des coupables s'il y en a, a ajouté la même source, assurant travailler à cet égard en collaboration avec l'ONU. Interrogés, des responsables d'ONG ont indiqué soupçonner depuis plusieurs années que les chiffres officiels sur le nombre de réfugiés en Ouganda ont été gonflés artificiellement, notamment dans le but de détourner massivement des fonds et autres ressources humanitaires. L'Ouganda, un des pays les plus pauvres au monde, est depuis longtemps considéré comme l'un de ceux offrant l'environnement le plus favorable aux réfugiés. Officiellement, il accueille 1,4 million de réfugiés, dont environ 1 million de Sud-Soudanais. Selon des sources diplomatiques, au moins un important donateur a suspendu, à la lumière de ces allégations, la majeure partie de l'aide humanitaire qu'il fournit dans l'attente de la mise en place d'un système d'identification biométrique des réfugiés. La coordinatrice résidente de l'ONU en Ouganda a précisé qu'un audit interne était en cours au sein du Programme alimentaire mondial et de l'Agence de l'ONU pour les réfugiés en Ouganda en lien avec les allégations de corruption et de fraude. L'annonce de l'ouverture de l'enquête fait suite à l'envoi d'un courrier au bureau du Premier ministre le 26 janvier. Le dit courrier s'inquiétait auprès des autorités ougandaises d'allégations allant de la corruption à la fraude en passant par le trafic de femmes et filles ainsi que par l'intimidation et le harcèlement du personnel de l'ONU. La journée mondiale contre les mutilations sexuelles est célébrée ce mardi et c'est l'occasion pour tous les acteurs, que ce soit les associations ou les États, de se mobiliser pour les quelques 200 millions de femmes excisées et ou infibulées. Le monde entier célèbre ce mardi la 6e journée internationale de tolérance zéro pour les mutilations génitales féminines. L'ONU estime qu'au moins 200 millions de femmes et de filles dans le monde ont subi cette procédure qui provoque des blessures mortelles, des complications à l'accouchement et des traumatismes psychologiques. Même si en Ouganda, l'ONU travaille avec des ONG locales et des dirigeants communautaires pour tenter d'éradiquer la pratique illégale, elle continue en secret dans certaines parties des districts de Sebei et d'Amouda. Pour aider à mettre en évidence les dangers de la pratique, à Sebei, des anciens et des jeunes ont reconstitué une cérémonie de circoncision et ce, tandis que d'anciens tailleurs du district d'Amouda ont montré certains des outils qu'ils utilisaient avant d'abandonner la pratique. On espère qu'ils arrêteront, mais si c'est la culture, une chose qui fait partie de la culture, ils n'arrêteront pas. Il est bon de dire aux mères quoi faire, d'arrêter d'exciser les filles parce que ce sont elles qui les emmènent dans la brousse pour les faire exciser. Quand vous allez aux soins dans les hôpitaux, aussi bien au Kenya qu'en Ouganda, beaucoup de femmes sont en train de mourir à cause des excisions. Et d'autres ont eu même de grosses opérations. C'est là même le problème. Nous avons perdu beaucoup de filles, surtout les plus jeunes. Ces gens excisent les jeunes filles. Ce n'est pas bien. Chaque année, 3 millions de filles sont victimes de ces mutilations, très répandues parce que largement tolérées dans de nombreux pays.
Je le disais en titre, au Sénégal, le procès de l'ancien maire de Dakar, Khalifa Sall, et ses collaborateurs soupçonnés de détournement de deniers publics se poursuit. Et ce lundi, il y a eu 2 phases. Le juge a accepté dans un premier temps de donner la parole à Khalifa Sall sur la demande de ses avocats. C'est la première fois qu'il s'exprimait depuis sa mise en détention en mars 2017. Le maire a évoqué un procès politique destiné à briser sa carrière. Dans la foulée, les premiers interrogatoires ont été menés. Les débats ont porté sur l'existence ou non de fonds politiques au sein de la mairie de la capitale. Une nouvelle série de discussions pour amener la paix au Soudan du Sud, en guerre depuis plus de 4 ans, a été lancée ce lundi en Éthiopie. Et ce, alors que l'impatience de la communauté internationale à l'égard des différents acteurs du conflit ne cesse de croître. Plus de précisions à travers cet élément. Vous avez eu de nombreuses opportunités de changer de direction. Vous avez à chaque fois échoué à le faire, a déclaré à l'attention des délégués sud-soudanais Workneh Gebeyehu, le ministre éthiopien des Affaires étrangères, à l'ouverture à Addis Abeba de ces nouveaux pourparlers de paix supervisés par l'organisation régionale IGAD. C'est réellement la dernière chance pour vous d'accepter vos responsabilités et de prendre les mesures nécessaires pour assurer que le Soudan du Sud connaisse la paix et la prospérité, a ajouté Workneh, qui est aussi président du Conseil des ministres de l'IGAD. 2 ans après sa partition avec le Soudan du Sud s'est enfoncé en décembre 2013 dans une guerre civile qui a fait des dizaines de milliers de morts, près de 4 millions de déplacés et provoqué une crise humanitaire catastrophique. Depuis, de nombreux cessez-le-feu ont été signés sans jamais être respectés. Le dernier en date avait été signé le 24 décembre à Addis Abeba sous l'égide de l'IGAD. Il avait été pourtant violé dès son entrée en vigueur. Les partenaires internationaux du Soudan du Sud ont manifesté de plus en plus ouvertement ces dernières semaines leur agacement à l'égard des dirigeants sud-soudanais. La semaine dernière, les États-Unis ont décidé de restreindre les transferts d'armes vers le Soudan du Sud. Quelques jours plus tôt, le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat, avait estimé que le moment était venu d'imposer des sanctions contre ceux qui entravent les efforts de paix dans le pays. Les tensions s'intensifient au sein du parti au pouvoir en Afrique du Sud. Les embrouilles empirent entre opposants et partisans du président Jacob Zuma, très controversé. Les images. Pro et anti-Zuma ont manifesté devant le siège de l'ANC lundi à Johannesburg, en Afrique du Sud. Il a même été enregistré un bref échange musclé qui a opposé les 2 camps. En effet, le parti au pouvoir en Afrique du Sud s'est réuni lundi en urgence pour tenter de trancher la question du départ anticipé de Jacob Zuma. Ce, à 3 jours d'un discours important qu'il doit prononcer devant le Parlement. Nous ne sommes pas contre les manifestants, mais ils doivent aller au siège du gouvernement sud-africain à Pretoria. Ils ont un problème avec le président du pays. Parce que nous, à l'ANC, nous avons un président de l'ANC, c'est Cyril Ramaphosa. Nous n'attendons pas de problème et nous dirons qu'ils doivent bien se comporter aussi, parce que c'est la base et on ne peut pas accepter que quelqu'un vienne nous provoquer ici. Si on en arrive là, nous défendrons le siège de l'ANC et ses dirigeants, s'il le faut, au prix de nos vies. Nous sommes prêts à le faire, parce que si vous nous attaquez ici, à quoi vous attendez-vous ? Le temps presse pour l'ANC, qui veut éviter la débâcle aux élections générales de 2019. Le second mandat de Jacob Zuma n'expire qu'en 2019, mais la pression n'a jamais été aussi forte pour qu'il l'abrège, tant dans l'opposition que dans son parti. Les alliés du président estiment qu'il doit terminer son mandat. Il faut dire que le discours annuel du président Jacob Zuma devant le Parlement ce jeudi a été reporté. Un peu de répit pour une frange de la population sud-africaine. Les autorités de la mégapole du Cap ont annoncé ce lundi avoir reculé d'1 mois au 11 mai le très redouté jour 0 où les robinets pourraient être à sec. Plus de précisions à travers cet élément.
Les autorités de la mégapole du Cap, victimes d'une sécheresse historique qui menace la distribution en eau potable, ont annoncé avoir reculé de mois le redouté jour zéro. Le jour où nous pourrions être contraints de faire la queue pour être ravitaillés en eau devrait être repoussé à la mi-mai à cause d'une baisse de la consommation d'eau pour l'agriculture, s'est réjoui le maire adjoint du Cap. Mais les Capetoniens doivent continuer à réduire leur consommation si l'on veut éviter le jour zéro, s'est-il empressé d'ajouter dans un communiqué. La date du jour zéro varie plusieurs fois par semaine en fonction des efforts réalisés par les 4 millions d'habitants de la deuxième ville d'Afrique du Sud, très prisé des touristes. Il avait été fixé la semaine dernière au 16 avril. La consommation quotidienne d'eau potable de l'agglomération du Cap a été drastiquement réduite ces dernières semaines, mais elle dépasse encore largement la barre des 450 millions de litres par jour qui éviterait l'épuisement de ses réserves. La semaine dernière, elle atteignait encore 547 millions de litres. Et si le jour zéro se produit, les habitants du Cap devront se ravitailler à 200 points de collecte d'eau où ils recevront un maximum de 25 litres par jour et par personne. Toute l'Afrique australe a subi ces dernières années une forte sécheresse aggravée par le phénomène météorologique cyclique El Niño. Les pluies des derniers mois ont permis à l'essentiel de la région de refaire ses précieuses réserves d'eau. La région du Cap a toutefois fait exception, elle qui reçoit l'essentiel de ses précipitations de mai à août. Ce journal se poursuit au Tchad. La grève générale décrétée il y a une semaine par les fonctionnaires pour protester contre les mesures d'austérité du gouvernement touche désormais le secteur privé. À N'Djamena, le mouvement a été massivement suivi ce lundi. En solidarité avec les travailleurs du public, le personnel des banques, les opérateurs de téléphonie mobile ont cessé également le travail. Et puis, assassinat ce dimanche à Nairobi, au Kenya, du chercheur américain Esmond Martin. Cette figure mondialement connue de la lutte contre le trafic d'ivoire a été tué dans sa maison. Il s'agit d'un enquêteur d'ivoire de renommée mondiale. Ses rapports détaillés ont contribué à la lutte contre le braconnage des éléphants ainsi que le commerce illégal d'espèces sauvages. Esmond Martin, alors âgé de 75 ans, est mort après avoir été poignardé à son domicile dans la banlieue de Nairobi. Cet Américain qui a vécu au Kenya pendant des décennies s'est concentré sur la fin de la chaîne d'approvisionnement illégale en ivoire. Il a passé son temps à décrire, quantifier et analyser les marchés asiatiques de l'ivoire en Chine, à Hong Kong, au Vietnam, au Laos et ailleurs. Ces recherches révolutionnaires ont contribué à la décision de la Chine de fermer ses marchés légaux de l'ivoire l'an dernier. Le braconnage a tué environ 110 000 éléphants au cours de la dernière décennie. Les chiffres les plus récents pour 2016 montrent que le marché illégal de l'ivoire continue de prospérer avec des saisies records d'ivoire malgré une baisse du braconnage. Et voilà, mesdames, messieurs, ce sera tout pour cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi.